Plus de 7500 combattants indépendantistes ont été tués au Cameroun par l'armée coloniale française entre 1945 et 1971. Des populations déportées, des assassinats ciblés, ce sont entre autres éléments qui sont contenus dans les travaux de synthèse rendus publics cette semaine et dont une copie a été remise au président de la République, Paul Biya. C'était mardi dernier à Yaoundé. On parle de Yaoundé qui cette semaine a été l'épicentre des tragédies au Cameroun. La rupture d'un tuyau de la Camwater à Ngousso ôte la vie à 2 personnes, une étudiante de 24 ans et une fillette de 3 ans qui a été surprise dans son sommeil. Des dégâts matériels impressionnants. On parle également de ces conteneurs tueurs. 2 personnes, c'était des passagers qui perdent la vie dans un taxi écrasé par la chute d'un conteneur. Des mesures ont été prises il y a 1 mois par l'administration à la suite d'un cas similaire vécu dans la même ville à Yaoundé. On parle de la présidentielle 2025 avec Maurice Kamto qui lance un appel de fonds pour le financement de sa campagne et dont le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun est à la quête d'un peu plus de 6 milliards de francs CFA pour se lancer à la course de cette présidentielle 2025. Et donc, l'opération de collecte des fonds a d'ores et déjà été lancée par cette formation politique. Et pour cette année électorale, Paul Biya est le candidat des chefs traditionnels du Cameroun. Ils l'ont d'ailleurs fait savoir lundi dernier à l'occasion d'une rencontre solennelle à Yaoundé et pour les soutiens du régime. Et donc, ça fait débat entre les soutiens du régime et ceux qui pensent mordicus que ces chefs ne roulent que pour leurs intérêts égoïstes. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la Rétro, ce rendez-vous dominical qui vous permet de revivre les temps forts de l'actualité de la semaine. Merci de nous regarder à Bounabéry, à Yaoundé, à Bafoussam et partout ailleurs. Bienvenue à cette émission. Et pour déblayer les sujets phares qui ont marqué cette semaine, nous recevons un enseignant d'histoire. Il est chercheur à la Haute École pédagogique de Lucerne en Suisse, auteur de plusieurs ouvrages dont les liaisons extérieures de l'UPC dans la période 1948 et 1963, éléments d'une tradition politique camerounaise après 50 ans d'indépendance et 20 ans d'opposition. Il s'appelle Poué Poué, il préfère qu'on l'appelle ainsi. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Rétro. Bonjour Monique, c'est un plaisir de me retrouver ici après l'émission de mardi passé à Yaoundé où nous avons parlé de cette cérémonie qui a eu lieu à la présidence. C'est un honneur de partir de Yaoundé pour Douala pour essayer de parler avec les Camerounais, essayer d'évoquer les sujets qui ont meublé l'actualité de la semaine. C'est un honneur et... Bienvenue à Douala. Vous préférez qu'on vous appelle Poué Poué? Pourquoi? Oui, vous avez pourtant un prénom. Mon prénom c'est Dieudonné. Ouais. Mon prénom c'est Dieudonné, Dieudonné Poué. Mais je préfère qu'on m'appelle Poué Poué. Ça veut dire Poué, le fils de Poué. Tout simplement. Tout simplement. Alors, entre autres travaux que vous avez réalisés, vous citez, ou alors on peut noter une co-réalisation avec le cinéaste Bassek Bakobio dans un film documentaire intitulé Omniobé, Mounier et Ouandier au cœur de lutte nationaliste au Cameroun. Et donc, comment avez-vous appréhendé la synthèse des travaux qui a été rendue publique par la commission Mémoire France-Cameroun? La copie a été rendue il y a quelques jours à Yaoundé.
Oui, j'étais sur le plateau de Canal 2 pendant la cérémonie et on a discuté. Et on attendait ce rapport parce qu'il y a des zones d'ombre dans le narratif qui nous est proposé jusque-là et le récit qui est fait des événements de 1945 à 1971 et voire plus même. Donc on attendait ce rapport avec impatience. Je pense qu'il avait été annoncé pour décembre 2024, il a été remis en janvier 2025, oui. Donc avec 2 semaines ou 3 semaines de retard. Certainement que la commission peaufinait les détails, les derniers détails de ce rapport-là. On l'attendait de manière avec impatience. Je pense qu'au cours de l'émission, on parlera peut-être de certains aspects de ce document. Mais il faut dire que l'idée même de la rédaction de ce rapport qui venait de l'ancienne métropole nous posait problème. Posait problème parce qu'on aurait souhaité que l'initiative du gouvernement, pas du gouvernement camerounais, parce que moi je continue à penser que on ne commissionne pas l'histoire. L'histoire doit être écrite par les historiens ou par des personnes qui ont vécu des événements dans le cadre des mémoires, etc., etc. Donc, il y a ce petit, je peux dire, flou qui a entouré la création de la commission. Le président de la République, ce jour-là, parlait de nous, alors que nous savons tous que le président Macron parle de « je ». Donc, je ne sais pas quelle a été la place du gouvernement camerounais. C'est une commission constituée de 14 chercheurs, 7 Camerounais, 7 Français. Ça vous a pas paru équilibré pour rendre compte finalement de ce qui s'est passé fidèlement? Moi, j'aurais souhaité que cette commission fût totalement constituée de Camerounais, que l'initiative soit une initiative locale et endogène, parce que, comme vous savez, sont les vainqueurs qui écrivent toujours l'histoire. Hein. Il faut maintenant faire l'histoire des vaincus. Il faut que les vaincus puissent écrire leur propre histoire. Donc moi, je m'attendais à ce que l'initiative vienne du Cameroun et que cela soit porté par des chercheurs camerounais et des spécialistes de la question, des personnes qui s'intéressent à cette problématique-là. Le président Paul Biya a parlé d'une retransmission de ce rapport-là dans le contenu des programmes scolaires et il appelle d'ailleurs à poursuivre les travaux sans parti pris. Si d'aventure l'histoire est écrite uniquement par les vaincus, il y aura du parti pris. Il y a des risques qu'on arrive à un parti pris. Ce ne sera plus un travail scientifique. Non. Il faut savoir une chose. L'histoire n'est pas une vérité absolue. Hein. L'histoire n'est pas figée. Les faits historiques sont figés. Mais l'histoire n'est pas figée. L'histoire, c'est comme toute une science. Ça évolue. Il y a de nouvelles recherches, nouvelles découvertes qui viennent alimenter celles qui ont déjà été là, ce qu'on a déjà pu dire sur tel ou tel événement. Donc, c'est un processus dynamique, quoi. Et le hic, quand l'histoire est écrite par ceux qui ont, entre guillemets, remporté la partie, c'est que c'est leur vision, c'est leur manière de voir les choses, et c'est un peu biaisé. Mais dans notre contexte en Afrique, on a besoin d'une histoire écrite par l'Afrique, parce que l'histoire aussi, c'est un rapport de force, hein, il faut le savoir. L'histoire n'est pas une objectivité totale. L'histoire est une objectivation. C'est on construit, on tend vers l'objectivité. Mais bon, puisque c'est une science humaine, il y a toujours une dose de subjectivité. Et ça ne peut pas manquer. On souhaite parce que ça doit s'inscrire dans une dynamique d'ensemble. Moi, c'est ma pensée. Il faut que la violence coloniale soit adressée, écrite par les Africains. On ne peut pas délier ce qui s'est passé au Cameroun de ce qui s'est passé en 1947 à Madagascar avec le mouvement démocratique pour la rénovation du peuple malgache, où la France a massacré plus de 100 000 personnes. On ne peut pas le délier cela de ce qui s'est passé en 1963 avec l'assassinat de Sylvanus Olympio, parce que je vais vous dire une chose, l'officier français qui a été derrière le coup d'État au Togo en 1963
était parmi les personnes qui ont opérationnalisé la technologie de la guerre révolutionnaire au Cameroun. Il y a par exemple ce qui s'est passé avec Amadou Diora en 1966 et l'accident d'avion de Barthélemy Boganda en 1959. Vous mettez accident entre griffes. Entre guillemets, donc, cette violence coloniale doit être examinée par les Africains de manière globale, même s'il y a d'abord des initiatives locales. Ça, c'est ma Quel vision. que soit le niveau des crimes qui pèsent sur un individu, avant de le condamner, il vient quand même à la base s'expliquer et donner sa version des faits. Alors, nous allons parler de la synthèse de ces travaux, des travaux qui ont duré pratiquement 2 ans, co-initié par le président Macron et celui du Cameroun, Paul Biya. Nous vous proposons justement ces 2 reportages portés par Delphine Fonkoutené et Lille Piégeot. Au 3e étage du Palais de l'Unité ce 28 janvier, le président Paul Biya reçoit le rapport tant attendu, fruit de 2 ans de recherche méticuleuse, menée par une commission mixte Cameroun-France. L'atmosphère empreinte de solennité et d'émotion, ce document remis en version physique et numérique explore le rôle de la France dans les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971. Nous mettons en lumière l'existence de violences répressives et de massacres, notamment celui d'Équité et de Balessigne, exercés par les autorités coloniales et l'armée française, avant et après l'indépendance de 1960, sur les populations civiles et combattantes, et ce, jusqu'en 1971. La commission composée de 14 experts avec 7 Camerounais et 7 Français a navigué entre archives, témoignages et analyses pour aboutir à ce document de plus de 1000 pages. Tout en félicitant les experts pour le travail abattu, Paul Biya se réjouit de savoir que ce travail de mémoire vient répondre à des décennies de suspicion entre les 2 pays. Il s'agit en définitive d'un travail de thérapie collective qui amène les peuples à mieux s'accepter et à s'assumer pleinement dans leurs relations. L'effort de vérité, initié sous l'impulsion des présidents Emmanuel Macron et Paul Biya, vise à mettre en lumière une période historique tumultueuse, souvent marquée par des zones d'ombre. Une dynamique dans laquelle la France est à l'écoute de ses partenaires et ose affronter ses responsabilités. Pour éviter que ce travail ne reste confiné dans des cercles restreints, la Commission annonce que le rapport sera accessible au grand public. Il sera accessible dans les prochaines heures, très rapidement, en accès libre, gratuit, sur un site dédié et sécurisé. C'est la première information. Et ensuite, édité aux éditions Hermann à compter du 30 janvier. Ce travail scientifique sera ensuite vulgarisé afin de faciliter une meilleure compréhension et une connaissance approfondie de cette partie du Cameroun couvrant la période 1945 à 1971. Il est de notre devoir de capitaliser les résultats de ces énergies fécondes en développement des processus de mise en œuvre des conclusions de ces travaux à travers, par exemple, l'élévation des lieux de mémoire et l'adoption de nouveaux programmes d'enseignement ainsi que la création d'un comité de suivi en vue d'une meilleure appropriation. Au-delà du symbolisme, ce document marque un tournant majeur dans les relations franco-camerounaises. Il devient un témoignage vivant des efforts des 2 nations pour faire la lumière sur leur histoire commune. Une journée historique qui promet des lendemains de réconciliation et de collaboration. Plus de 1100 cartons d'archives dépouillés, plus de 2000 documents déclassifiés et des centaines d'entretiens menés par l'équipe de Blikbassi, entre autres, pour un rapport de 1000 pages sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Pour ce volet recherche, des chercheurs camerounais et français de différentes générations ont été sollicités avec un intervalle d'âge entre 28 et 71 ans. Pour le Cameroun, ils viennent des universités de Tchang, Yaoundé 1, Douala. Les chercheurs impliqués incluent Alvin Assembendi, Cyril Kenfak, Jean Koufak, Laure Nadège Ngolen, Patrick Ngouné Magno,
Numbisi Chouake, Willy Brod Zengwa. Du côté français, on compte Lancelot Arcel, Marine Bello, Françoise Blum, Anthony Guyon, Vincent Iribaren, Fabienne Sacristy, pour ne citer que ceux-là. Il ne reste plus qu'aux enseignants universitaires et chercheurs de l'enrichir davantage et de le vulgariser afin que chacun puisse assumer cette histoire pour un avenir meilleur. Retour sur ce plateau avec notre invité qui est un spécialiste de l'UPC, Dieudonné Poué-Poué. Dans vos recherches, il y a certainement l'implication des structures religieuses dans le processus de répression. Les chercheurs ou alors les personnes qui ont co-signé ce rapport ont indiqué qu'ils n'ont pas déblayé ce pan-là. Et même la circulation des nationalistes en dehors du Cameroun, vous avez réalisé des travaux sur leur mouvement à l'extérieur du Cameroun dans la période de 1948 et 1963. Quels sont les éléments forts, marquants dans vos recherches que vous pourriez faire partager avec nos téléspectateurs? Vous avez d'abord parlé du rôle de l'Église dans la répression au mouvement nationaliste. Il me souvient que l'UPC a été banni par la France le 13 juillet 1955. Mais il faut voir le processus, parce que le processus a commencé avec le départ du haut-commissaire Soukado, qu'on considérait comme complaisant à l'égard de l'UPC. Et il y a le fameux Roland Pré qui est arrivé en 1954 et qui a décidé de faire la peau aux leaders nationalistes. Là, commencé d'abord par les disséminer à travers le Cameroun. Je pense qu'il a affecté, par exemple, Ruben Oumniobe qui était en service au tribunal dédié à Ngaoundéré. Le président Moumi a été envoyé à Maroua. Malheureusement pour lui, ces mutations n'ont pas donné le résultat escompté. En fait, il pensait qu'en les dispersant, il allait réussir à éteindre leur dynamisme. Mais comme c'était des personnages qui avaient une vision, qui croyaient au combat qu'ils portaient, ils ont réussi à essaimer l'UPC partout. C'est pour cela que même dans le rapport, vous voyez qu'en 1954, on parle de la nationalisation du l'UPC. L'UPC parvient à couvrir tout le Cameroun, du sud au nord, de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est. Donc, et en 1955, avant les événements de mai 1955, il y a d'abord en mars, avril, l'ensemble de l'épiscopat du Cameroun qui écrit une lettre pastorale, parce qu'il faut le savoir, moi j'entends des gens dire que l'Église ne doit pas s'immiscer dans la politique, vous me voyez venir quoi. Mais cela, il y a eu des précédents, hein. Donc en mars-avril 1955, tous les évêques du Cameroun, bon, peut-être à l'époque, le clergé n'était pas encore nationalisé, il était essentiellement occidental, écrit une lettre pastorale qui sera lue dans toutes les chapelles du Cameroun. Et dans cette lettre pastorale, l'épiscopat présente l'UPC, ses leaders, comme des criminels. L'UPC comme un mouvement communiste, vous savez que le communisme et la religion, idéologiquement, il y a un souci, quoi. Donc, ils demandent aux populations camerounaises, à leurs fidèles, de ne pas adhérer aux idéaux de l'UPC, qui sont des idéaux du diable. Je paraphrase un peu, hein. Et dans le cas particulier, par exemple, de Ruben Oumniobe, il a été excommunié de l'église presbytérienne dont il était fidèle par le pasteur Macon. Il y a eu des relations tellement difficiles avec les pasteurs, certains pasteurs de la circonscription épiscopale de Douala. Et je pense que jusqu'à l'assassinat de Oumniobe en 1958, c'est un pasteur qui continuait à le vilipender, à le saquer auprès de ses fidèles. Donc, mais entre-temps, il y a aussi des pasteurs qui sont positionnés, hein. Il y a eu des hommes d'église, notamment auprès de ceux de l'église presbytérienne. Je parlerai par exemple du révérend Jean-Émile Son,
à Ezeka, qui a été un soutien indéfectible de l'UPC. Il y a beaucoup d'histoires qui se racontent à son égard. Maintenant, vous avez... oui, vous pouvez... Justement, puisqu'on parle de répression en rapport avec Ruben Oumniobé, il y a une anecdote selon laquelle 80 chrétiens auraient péri dans des flammes dans une église dans le Nyon-Ekele. La répression ou alors les colons, l'armée coloniale estimait que Ruben Oumniobé, selon leurs informations, participerait à la messe ce jour-là. Malheureusement ou heureusement, Ruben Oumniobé avait plutôt pris la direction de l'hôpital puisque son enfant était malade très tôt le matin. Et donc, en calcinant tous les chrétiens, 80 au total, on était certain qu'on incendiait et qu'on notait la vie à Ruben Oumniobé. L'histoire a été un peu mal appréhendée par certains parce que c'est pas... comme je l'ai dit tout à l'heure, la vérité historique n'est pas une vérité absolue, mais je pense que les témoignages qui... Il y a beaucoup d'anecdotes aussi. Pour rapporter, présente les choses autrement. Peut-être que je les dirai tel que cela m'a été donné tout à l'heure. En fait, c'était le 26 décembre 1957, dans un village qui se trouve pas loin de Sombo. C'est que vous faites régulièrement la route entre Douala et Yaoundé. Le village s'appelle Moumdibang. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a que les leaders de l'UPC, parce qu'à un moment donné, l'UPC aussi voulait forcer certaines personnes à adhérer à ses idéaux. N'oublions pas que la principale opposition à l'UPC à l'égard de Ruben Oumniobé venait de sa zone natale, de son département d'origine, la Grande Sanaga maritime. Ça, c'est une logique purement française ou coloniale où on divise pour mieux régner. Donc, en fait, les gens sont arrivés, ils ont commencé à menacer les populations qui étaient restées dans les villages, parce qu'à l'époque, il y avait des zones de campement dans le cadre des zones de pacification mises en place par le colonel Lamberton. Donc l'UPC voulait que ces gens les rejoignent dans le maquis et ces personnes ne voulaient pas. Et elles sont réfugiées à l'église, à la chapelle de Moumdibang, dont le prêtre à l'époque était un certain Goté, qui était originaire de Dia. Et le prêtre Ngoté a envoyé quelqu'un, parce qu'il y avait sur la route Karoussab entre Douala et Yaoundé, il y avait dans presque tous les villages des postes militaires pour mener des opérations contre l'UPC. Donc, il a envoyé quelqu'un pour aller alerter les soldats stationnés à Sombo. Et ceux-ci, quand ils sont arrivés, ils ont tiré sur tout ce qui bougeait, tous les combattants de l'UPC. Il n'y a pas eu de fosse commune. Mais il y a eu environ 70 morts, ça c'est une vérité. Et les UPCistes à l'époque ont essayé de porter les corps de leurs camarades qui avaient été tués ou ceux qui ont été blessés. Ok, donc, voilà, nous allons en profiter justement pour revenir sur l'effectif plus ou moins objectif selon les propos des uns et des autres. Le rapport indique 7500 combattants indépendantistes qui ont été tués par l'armée coloniale française. Y a-t-il eu génocide au Cameroun? Je ne pense pas. Si on prend la définition de génocide, qui est un crime de masse contre un groupe de population pour des raisons d'appartenance à une race, d'appartenance à une idéologie politique. Et ce crime doit être planifié d'avance. Je ne pense pas que le gouvernement français de l'époque avait planifié, mais les chiffres qui sont évoqués là, je pense qu'ils ne sont pas vrais. On a grossi les chiffres? Non, on n'a pas grossi. Je pense qu'on a essayé de les atténuer. On pourrait aller à plus de 30 000 personnes qui ont été tuées directement par les combats, les opérations de pacification, que ce soit en Sanaga maritime ou en pays bamléké, dans la région de l'Ouest. Le rapport dit que le napalm n'a pas été utilisé, mais qu'on a
utilisaient plutôt des cartouches incendiaires. Bon, je me demande la différence entre le napalm et les cartouches incendiaires. Mais maintenant, il faut aussi voir les victimes civiles, parce que elles sont les plus importantes et on peut aller au-delà de 50 000, voire 100 000 pour les deux régions qui ont été particulièrement touchées par les événements. Ok, le président Paul Biya parle d'une thérapie collective avec la publication de ce rapport. Dieudonné Poué, dites-nous comment capitaliser ce rapport pour aboutir à une réconciliation dans un contexte où le sentiment anti-français est resté prégnant et qui continue d'ailleurs de l'être. Oui, il faut que la France comprenne que les peuples africains sont héréditairement dans le doute chaque fois qu'on parle de la sincérité de la France. Donc, on parlait de ça tout à l'heure dans le propos introductif. Le fait que l'idée vienne de la France, on aura toujours la suspicion, même si le rapport a essayé d'être objectif. On reviendra sur ce rapport tout à l'heure parce qu'il y a aussi d'autres aspects de la lutte qui n'ont pas été pris en compte. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple l'incendie du marché Congo, vous en avez entendu parler, non? Oui, en Moladissi, justement, c'est important. En fait, en 1960, c'était le 14 avril, ici à Douala, à 15h, il y a un feu qui s'est déclaré. Et à l'issue de ce feu, on a compté, pour la France, il parle de 19 morts et de 100 cases qui ont été détruites. Mais pour les nationalistes, on parle de 3000 morts. Tout à l'heure, vous me demandiez si on doit me présenter comme spécialiste de l'UPC. Je puis dire que ces 4 dernières années, je ne voudrais pas prendre les travaux que j'ai effectués avant, à la fin des années 90, au début des années 2000, au milieu des années 2010, mais pendant pratiquement 4 ans, entre 2020 et 2024, je peux me targuer d'être la personne qui a sillonné le Cameroun pour rechercher les témoins. L'un des témoins de ce massacre, de cet incendie du marché Congo n'est pas loin ici, il est encore vivant. Hein. Il s'appelle Leila, quelque part à Bipanda, M. Tchouléom, qui à l'époque avait été âgé d'à peine 15-17 ans et qui a vécu en direct. Donc, en fait, les événements, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le quartier Congo, c'est une excroissance. Je passe votre contrôle à vous qui vivez ici. C'est une excroissance du quartier Newbel. Et les principales populations qui habitent Newbel, Congo, etc., sont les populations Bassa. Il y avait aussi beaucoup de populations venues de l'Ouest. Donc, il y a une rumeur qui a commencé à circuler que les combattants de l'armée de libération nationale du Cameroun qui opéraient dans les régions de l'Ouest étaient cachés dans ce secteur du marché Congo. Et la France a envoyé, parce qu'il faut se dire que même après l'accession à l'indépendance en 1960, 1961, 1962, les militaires et les policiers français ont continué à opérer de manière directe au Cameroun. C'est avec la nationalisation de l'armée camerounaise qui a commencé autour de 1965 qu'ils commencent à se retirer pour être des conseillers techniques. Donc, les témoignages disent qu'on a bouclé l'armée française avec les supplétifs. Et il y a des populations qui sont également citées dans ces massacres, les populations venues du Nord, qui auraient été instrumentalisées par l'administration camerounaise et les conseillers militaires et les policiers qui travaillaient encore pour. Donc, les témoignages disent que la zone a été bouclée, on a mis le feu et on empêchait les populations de sortir. Ceux qui sautaient dans des puits qui ont été mitraillés. Oui, parce qu'ils fuyaient le feu. Et bon, il y a aussi des personnes qui racontent qu'il y a un hélicoptère qui a sillonné la zone avant que le feu ne se déclenche. Et bon, ben, ça, il y a beaucoup d'anecdotes. Ouais. Alors, cette histoire... Mais l'incendie du marché Congo est un fait historique, ça il faut se le dire. Merci beaucoup. Alors, Dieudonné Poué, cet outil à la décision, ce travail qui a été fait, on l'a eu précédemment pour l'Algérie, pour le Rwanda, et on parle toujours du contentieux avec la France, ces aveux de la France
peuvent-ils atténuer ce contentieux et rasséréner les deux camps, notamment ceux qui sont des victimes? Il faut que la France demande publiquement des excuses. Et je vous ai dit tout à l'heure que cela ne peut se faire que dans une dynamique d'ensemble, parce que le cas du Cameroun n'est pas isolé, même s'il est particulier. Il faut dire une chose, en dehors de l'Algérie, en Afrique, le Cameroun est le seul pays qui a été décolonisé à la suite d'une guerre d'indépendance. Et surtout que le Cameroun avait un statut particulier, vous le connaissez, territoire sous mandat d'abord et territoire sous tutelle. Donc, il y a des choses que la France a commises au Cameroun. Le fait, par exemple, en 1940, de mobiliser des Camerounais pour aller combattre dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, c'était quelque chose qui, en principe, était proscrit par les accords de tutelle de 1946. La France a beaucoup pour que cette catharsis dont parle le président de la République soit opérée, il faut d'abord que la France reconnaisse. N'oublions pas que au début des années 2010, le premier ministre de l'époque français, François Fillon, avait nié qu'il y avait eu de tels événements au Cameroun. Après l'interview de Pierre Messmer, qui a été l'un des derniers hauts commissaires au Cameroun. Donc, il faut d'abord que la France reconnaisse. Maintenant, on va passer peut-être à la phase des dommages et intérêts, des indemnisations. Et la question qui se pose, c'est, il faut indemniser qui? Il faudra certainement indemniser les familles parce que beaucoup de mal a été fait à ces familles. Moi, j'ai causé avec la famille, la veuve ou les veuves, entre guillemets, Oumniobé pendant pratiquement 12 heures de temps dans le cadre du documentaire dont vous parliez tout à l'heure. Mais si on vous dit ce que la première épouse, Marthe, a subi après l'assassinat de son mari, c'est incroyable. Elle a pratiquement tout perdu. Elle irait de maison en maison au gré des solidarités de ceux qui portaient en estime son mari. Et il y a plein de choses. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu porter le nom, ça peut-être vous ne le saviez pas, le nom Oum. Pendant des années, ils étaient obligés de changer parfois le nom. Il se dit que le professeur Bipoun Oum, par exemple, son nom c'était Bipoun Oum. Et parce que tous ceux qui portaient le nom de Oum à l'époque étaient traqués. Comme celui de Wandje également pendant une période. Justement. Merci Donc beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a des réparations. Et maintenant, il faut voir s'il faut réparer aussi de manière globale. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on va réparer de manière globale en accordant peut-être des dommages intérêts à l'État du Cameroun, alors que certainement il y a des gens dans cet État qui ont été complices des massacres. Là, ça me pose un peu problème. Peut-être qu'il faudra cibler les territoires ou les villages, les arrondissements, les départements qui ont été les plus touchés par ces événements pour apporter un peu de développement, comme ce que l'Allemagne essaye de faire en Namibie, pour réparer un peu le génocide Herero. Dernière question pour sortir de cette thématique. On se rappelle de cette assertion rendue très célèbre du général de Gaulle. Il disait « La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts ». Quel est l'intérêt de la France à déclassifier, à dépoussiérer les archives en 2025? La France n'avait aucun intérêt à les déclassifier parce qu'il faut voir le contexte dans lequel le président Macron a décidé de créer la commission. C'est un processus qui a commencé bien avant, dans les années 84, 86, 88, avec les travaux de Achille Mbembe, où il a publié, je pense, les écrits de Oumniobé, le problème national camerounais, qui est une compilation des écrits de Ruben Oumniobé, les écrits Soumaki. Et à la fin des années 1990, il y a François-Xavier Verschave qui s'approprie la notion de France-Afrique et qui écrit un essai où il parle des massacres. Je pense qu'il y avait un témoignage d'un pilote d'hélicoptère qui s'appelait Max Bardel, qui proclamait qu'il a participé aux opérations et qu'ils ont tué des milliers et des milliers de personnes en pays Bamléké. Et il y a
en 2010, 2011, 2012, les travaux de Thomas Deltombe, Jacob Tatita et Domergue qui écrivent Cameroun, une guerre oubliée à l'origine de la France-Afrique. Donc, toute cette dynamique-là. Et si Blik Mbassi a été incorporé au projet parce qu'il a, pendant pratiquement 5 ans, il a composé des musiques où il glorifiait le nationalisme camerounais, etc. Là, c'est local, mais dans la dynamique d'ensemble, il y a le fait que la France a commis une enquête pour voir pourquoi la jeunesse camerounaise était de plus en plus violente à son égard. Et l'enquête, les conclusions de l'enquête disaient que de plus en plus la jeunesse camerounaise souhaite que la France ne s'immisce plus dans les affaires africaines et que la France essaye de revoir les accords coloniaux, etc., etc. Donc, le président Macron ne l'a pas fait parce qu'il le voulait, il l'a fait parce qu'il y avait... Il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt. Bon, peut-être l'intérêt viendra après. L'intérêt, c'est peut-être qu'il faut revoir... la France est obligée, avec la percée de la Chine, des pays comme la Turquie, de la Russie maintenant, en Centrafrique, au Tchad, dans les pays du Sahel. La France a intérêt maintenant à se repositionner, à changer sa politique. N'oublions pas que ce paradigme de changement de la politique africaine de la France a d'abord été posé par le président Hollande. Quand il accède au pouvoir, il dit « mais on n'a rien vu ». Et le président Macron arrive, vous vous souvenez son discours à l'université de Ouagadougou, quand il accède au pouvoir avec le président Kaboré. Donc, la France n'avait aucun intérêt à ce que cette histoire-là soit sue. Pour peut-être raconter d'une autre façon, d'une façon un peu plus conciliante. Pourquoi pas? Si la France voulait que cette histoire soit sue, elle aurait déclassifié des archives ou peut-être même rapatrié des archives au Cameroun. Merci beaucoup. Nous allons sortir définitivement de ce sujet. Nous y avons consacré l'essentiel du temps de cette émission. On sait, c'est l'histoire du Cameroun. Il faut maîtriser son histoire pour donner une trajectoire à la vie d'une nation. Merci beaucoup, Dieudonné Poué. Je rappelle, vous êtes chercheur spécialiste de l'UPC. Et donc, on parle de la présidentielle 2025 avec le positionnement des chefs traditionnels du Cameroun. Ils ont pris position, c'était lundi dernier, à l'occasion d'une rencontre solennelle à Yaoundé. Reportage. Pour l'élection présidentielle du mois d'octobre 2025, la position du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun est tranchée et sans appel. Le Conseil des chefs traditionnels du Cameroun a décidé, après une évaluation minutieuse de la situation politique du Cameroun, d'accorder son soutien total et inébranlable à la candidature de son Excellence Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. L'assistance applaudit à tout rompre. C'était l'un des principaux points à l'ordre du jour de cette réunion élargie du bureau exécutif de l'association, tenue ce 27 janvier à Yaoundé. Le CNCTC motive son soutien à Paul Biya par l'attention spéciale qu'il leur accorde et en se basant sur son récent discours du 31 décembre dernier, où il rappelait sa détermination à toujours servir le peuple. Les chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré bénéficient désormais d'un traitement salarial mensuel. Les chefs traditionnels sont présents dans les institutions de la République où ils occupent d'importants postes de responsabilité. La déclaration est ensuite remise au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui, tout enthousiaste, promet de l'apporter ce soir même au chef de l'État. Je voudrais vous rassurer que je ne vais pas dormir avec ces documents. Voici vos documents. Je vais les transmettre. Je vais les transmettre à son Excellence, M. Paul Biya, ce jour, pour qu'il puisse recevoir votre message, vos bénédictions et votre engagement républicain. Près de 300 chefs traditionnels, membres de ce conseil, prennent part aux travaux.
Le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun est une association créée en 2010 par Feu Lolamido de Garoua, Garga Alim Hayatou, par ailleurs ancien secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, chargé des épidémies et pandémies. Ce sont des évêques de l'Église catholique romaine au Cameroun qui ont été les premiers à focaliser les projecteurs sur une éventuelle candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025. Selon le politologue Stéphane Mendunga, des réserves émises sur la possibilité d'un 8e mandat à la tête de l'État est analysée en dehors du champ du droit. Quand vous prenez en réalité la sortie des évêques et même de certains pasteurs, vous allez vous rendre compte qu'ils posent un problème d'éthique et de morale. Ils ne posent pas un problème juridique. Ils ne sont pas en train de dire que les lois du Cameroun ne permettent pas au président de la République, qui est également le président national du RDPC, d'être candidat à une élection en 2025. Mais ils posent un problème d'ordre moral. Les chefs traditionnels viennent de donner le change en appelant à une candidature du président sortant. Selon le spécialiste en droit public Louison Issomba, le chef traditionnel est avant tout un citoyen. Aujourd'hui, il faut relever que les chefs traditionnels ont un triple statut. C'est-à-dire que ce sont des autorités traditionnelles, ce sont des auxiliaires de l'administration, mais aussi, comme je l'ai évoqué, ce sont des acteurs politiques et qui ont le droit de se prononcer sur un certain nombre de faits qui touchent la politique. Et je vais vous avouer qu'il n'y a pas mieux que les chefs traditionnels dans leur pouvoir d'orientation. Et ce qui peut peut-être gêner dans cette sortie des chefs traditionnels, c'est qu'ils sont tenus par le principe de neutralité. C'est-à-dire que quand on dit que les chefs sont neutres, cela veut dire qu'ils ne peuvent appeler au pouvoir tel ou tel d'un parti politique. Cette sortie est perçue comme la manifestation d'une démocratie non consensuelle. Et quand vous analysez la sortie des chefs traditionnels, vous vous rendez compte que là-bas, c'est une sortie purement clientéliste. Vous savez, le clientélisme politique se nourrit justement des attitudes pareilles, parce que dans le clientélisme, en réalité, on est récompensé en fonction des louanges qu'on fait à celui qui est le détenteur du pouvoir. Que ce soit des soutiens affichés des chefs traditionnels autour d'une potentielle candidature de Paul Biya ou les appels au changement émis par des évêques, rien n'est encore certain. L'homme du 6 novembre pourra, le moment venu, décider d'un repos au village ou concourir pour rester aux affaires. La présidentielle 2025, c'est en octobre prochain, mais avant, il y a une ébullition des sorties intempestives et le président de la République du Cameroun reste l'un des profils sur lesquels les projecteurs sont braqués, tant pour critiquer une éventuelle candidature ou encore pour l'encourager à briguer un 8e mandat. Alors, Dieudonné Poué, dans l'anthropologie culturelle africaine, le chef traditionnel est perçu comme le détenteur d'un pouvoir ancestral. Il est puissant, il est du domaine du sacré. Et quand on assiste à une prise de position politique du chef de village, qu'adviendrait de ses relations avec ses co-villageois, dont certains appartiennent à d'autres formations politiques? Les rapports vont être très très délicats. Vous vous souvenez par exemple ce qui se passe dans le Noun, ou à l'époque, ou ce qui se passait dans le Noun et qui continue avec Madame Tomano, Ndam Dioya. C'est très difficile. Les rapports entre, à l'époque, le sultan Mbombo Dioya et son cousin Adamou Ndam Dioya étaient très très conflictuels. Si les populations Bamou n'étaient pas assez mûres et jalouses de leur tradition et leur structure endogène, on aurait peut-être assisté, on serait arrivé à une fragilisation forte de la royauté dans cette zone. L'une des royautés encore plus fortes et plus marquantes dans notre contexte camerounais en particulier, africain en général. Donc les chefs traditionnels, et ça, je voudrais m'appuyer sur ce que le docteur Issomba a dit en dernier, où il parlait de neutralité. Il faut que les chefs traditionnels gardent leur neutralité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on doit instrumentaliser les chefs traditionnels pour des raisons politiques,
alors que sont comme vous l'avez dit anthropologiquement, sont des autorités qui sont en charge de veiller sur les populations, d'essayer de les encadrer sans qu'il y ait une sorte de parti pris pour telle ou telle formation politique. On sait que le contexte politique camerounais est un contexte où règne le deal et le dol. Et moi, je ne serais pas surpris qu'on me dise que ces chefs traditionnels ont reçu quelque chose pour... Encore que c'est pas la première fois, je pense qu'ils l'ont fait en 2000. C'est des achats de conscience? Oui, justement. Mais c'est très grave parce que les chefs traditionnels doivent garder leur neutralité et essayer de travailler dans l'encadrement des populations pour que les uns et les autres se reconnaissent dans ces structures qui fondent notre ontologie. En faisant d'eux des auxiliaires de l'administration, cela n'a pas concouru à fragiliser ce qu'ils devraient être au sein de la communauté? Non, je ne le pense pas. Les administrateurs civils qui sont sous-préfets ou préfets, en principe, devraient être aussi neutres. Ils sont ceux qui représentent le chef de l'État, en principe, dans les démembrements territoriaux. Mais, comme je le disais tout à l'heure, dans notre contexte, ce sont des personnes qui ne font pas preuve de neutralité et sont toujours impliquées dans les micmacs avec le parti au pouvoir, le RDPC. On ne sait pas la raison, peut-être parce que c'est le RDPC qui a la possibilité de récompenser la loyauté. Et comme nous sommes dans un contexte de paupérisation avancée où chacun cherche à trouver ses marques, les gens s'impliquent. Mettons justement le curseur sur ce phénomène de paupérisation des chefs traditionnels au Cameroun. Il y a un reportage qui a été réalisé à Bafoussam. Nous saluons d'ailleurs les populations de Bafoussam qui nous regardent. On parle de cette paupérisation qui amènerait les chefs traditionnels à penser davantage à leurs intérêts personnels, à s'allier au pouvoir pour pouvoir positionner leurs enfants au détriment peut-être des intérêts de la communauté, de la société qui va, selon certaines analyses, de mal en pis. Il faut se poser la question de savoir si les chefs traditionnels sont en marge de la société camerounaise. Peut-être c'est le bémol que je mettrai dans mes propos. C'est d'abord des citoyens. Oui, ils sont des citoyens et ils vivent dans une société camerounaise qui est victime d'une anomie sans pareil. Il y a une perte de valeur, tout est fait pour que le matériel soit ce qui prévaut. Du coup, dans une société où tout le monde se vend, tout le monde est vendable, vous ne pouvez pas demander aux chefs traditionnels de ne pas se vendre. Ce sont des Camerounais. Le plus difficile dans les années à venir, ce sera de travailler sur les consciences pour que les Camerounais intègrent le fait qu'ils doivent travailler pour l'intérêt général et non pour l'intérêt individuel. Parce que c'est l'enjeu du développement du Cameroun sur tous les plans. Et même travailler sur la perception que les sujets devraient avoir vis-à-vis de leur roi, vis-à-vis de leur chef. Oui, il faut aussi dire que la perception que les sujets ont du rôle de leur chef et de la place que la chefferie ou la royauté occupe dans leur vie est différent, diverge selon qu'on se trouve dans telle ou telle région. La perception que les populations de l'Ouest, par exemple, ont de la chefferie traditionnelle n'est pas la même perception que les populations Bassa ont de la chefferie traditionnelle. D'un côté, le pouvoir traditionnel, le commandement indigène est fortement marqué de telle manière que le chef a une place prééminente dans la vie globale de la société, de la communauté, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan des rapports entre les personnes. Or, dans le contexte, par exemple, du pays Bassa, c'est pas la même chose. Vous voyez le chef, parce que le chef, la chefferie est une création coloniale, parce que les savoirs et les pouvoirs endogènes dans cet environnement-là, notamment le Mbombok, ont été plus ou moins dilués. Du coup, on se retrouve avec une autorité traditionnelle qui n'est pas reconnue par les populations comme une entité séculaire.
de telle manière que le chef peut dire à quelqu'un quelque chose, la personne fait le contraire sans toutefois qu'il y ait des représailles ou une sanction quelconque. Merci beaucoup. Nous allons rester sur le versant de la présidentielle de 2025 pour parler de la dernière sortie du professeur Maurice Kamto qui lance un appel de fonds pour financer sa campagne, un peu plus de 6 milliards de francs CFA, et pour éviter qu'on fasse une aventure solitaire, chaque candidat d'un côté, et pour aller à la course contre la mastodonte RDPC. Et donc, il y a eu une déclaration de Douala. Les leaders des formations politiques se sont rassemblés pour appeler à l'union sacrée de l'opposition pour qu'on se rappelle les victoires de 1991. C'était la présidentielle à laquelle Nidon Fondi de regretter mémoire portait la bataille de l'opposition. Deux reportages, nous revenons derrière pour des analyses et des commentaires. 6 169 682 000 francs CFA. C'est l'objectif fixé pour financer la campagne de Maurice Kamto en 2025. L'opération de collecte lancée ce 30 janvier à Yaoundé. Les modes de contribution ici détaillés par le trésorier national du MRC. 3 comptes bancaires et 1 compte mobile sont ouverts à cet effet. Nous avons fixé un budget auquel peut participer chaque Camerounais à la hauteur de ses moyens et nous permettre en réalité de mener la campagne et surtout de mener, c'est au-delà de la campagne, parce que quand on parle de campagne, on ne voit que la communication, les gadgets, c'est l'ensemble des opérations électorales. Quand on dit mettre des représentants dans les bureaux de vote, c'est plus la campagne, pourtant c'est la clé de tout. C'est la clé, c'est le cœur même de ce budget. En rappelant les dispositions légales qui encadrent cette opération, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun souligne qu'elle se fera en toute transparence. Nous contrôlerons, nous vérifierons les sources des contributions pour nous assurer que ce sont des contributions qui sont conformes à nos lois avant effectivement d'entreprendre les procédures de rapatriement des fonds ici. En marge du lancement de cette opération de collecte de fonds, Maurice Kamto interpellé sur la condition de sa participation à la présidentielle de 2025. La loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant des représentants dans des assemblées élues. C'est pas ça. Est-ce que la loi a dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Pourquoi vous voulez réécrire la loi? Le MRC invite ses militants et sympathisants à se mobiliser pour la réussite de cette première bataille. 2025, année électorale au Cameroun. Des discours et des joutes verbales sont de plus en plus violents entre acteurs de la scène politique. Anissé Kane, Siri Sombaka, Abel Elimbi Lobé, Henriette Ekwe et Benoît Siga proposent de taire la querelle et recherchent le candidat du consensus. C'est l'objet de la déclaration de Douala ce 31 janvier 2025 face à la presse. Nous allons tout faire pour créer une dynamique d'une candidature forte de l'opposition. Nous le ferons sur des bases autant objectives que politiques. Dans le contexte électoral camerounais, seule la démocratie doit primer. Et pour vaincre le parti au pouvoir, il faut éviter la dispersion des énergies. Avec ces partis de l'opposition qui désormais se retrouvent dans le peuple de l'opposition qui lui est plus large. Et c'est lui qui compte. Et quand c'est lui qui compte, vous ne pouvez pas dire au peuple, je déteste celui qui a les mêmes objectifs que moi, mais le moment venu, votez-moi, ne le votez pas. Vous voyez que c'est la dispersion dont on a parlé. Si en 1997, 2004, 2011 et 2018, l'opposition a échoué face à Paul Biya, l'esprit de l'élection présidentielle de 1992 doit revenir. Le score du candidat du consensus national avait fait tache d'huile. Nous regardons 1992, là où les forces politiques ont pu faire preuve de dépassement. Même si c'est la seule expérience positive, c'est elle qui nous inspire encore aujourd'hui. Les membres de cette nouvelle initiative comptent rencontrer les acteurs qui ambitionnent être candidats à la présidentielle de 2025 pour la sieste du consensus.
un consensus de l'opposition recherché pour battre le candidat naturel du RDPC, quoiqu'il n'ait pas encore déclaré sa candidature, mais il reste le candidat naturel de cette formation politique au pouvoir depuis 1985, l'année de création de ce parti, et l'homme du 6 novembre est au pouvoir depuis 1982. Alors, on parle du consensus, et avec l'idéal de l'année 1991 au Cameroun, Dieudonné Poué, quand vous regardez le bouillonnement de la classe politique actuelle, quelle chance donner à une possibilité de consensus au point où, en octobre prochain, qu'on ait un candidat unique face à Paul Biya ou un autre candidat du RDPC? 2025, c'est une année charnière. Je suis en train de préparer une tribune Cameroun 2025 à la croisée des chemins. On se retrouve un peu dans la même situation de 1992. Peut-être que la mobilisation est différente parce que en 1992, on est dans la dynamique de la redémocratisation, la réintroduction du multipartisme. Il y a un foisonnement, il y a cette soif-là de changement. Il y a des partis politiques qui avaient été bannis comme l'UPC qui reviennent dans le landerneau politique camerounais. Donc, il y a toute cette ambiance-là qui faisait que même les jeunes, les enfants d'APN 20 ans étaient impliqués dans la dynamique. Et nous sommes en 2025 où les gens sont exaspérés parce que on a l'impression qu'on a touché le fond, que le Cameroun va à volo sur tous les plans, beaucoup plus sur le plan économique et même sur le plan moral. On parlait tout à l'heure des valeurs, dont du coup les populations majoritairement appellent à un changement. N'oublions pas que dans notre tradition africaine, je l'ai dit une fois, on dit quoi, pour que la nuit passe vite, pour que le jour arrive vite, il faut que les joueurs de tambour se relaient, quoi. Donc l'alternance fait partie de la dynamique démocratique. J'entends souvent les gens dire que l'alternance n'est pas une condition pour le développement. Ils prennent en exemple, par exemple, ce qui est la Chine, mais oubliant que la Chine, en l'espace de pratiquement 30 ans, a connu 4 présidents. On pourrait même également prendre des pays comme la Russie, même si pour moi la Russie n'est pas un exemple. Ils sont au 3e président en l'espace de 20 ans. Donc les gens veulent le changement, les gens aspirent au changement, les gens veulent voir autre chose. Un enfant qui est né en 1982, il a actuellement 43 ans, il n'a connu qu'un seul président, alors qu'on lui dit qu'au Ghana, par exemple, en l'espace de 20 ans, ils sont à leur 5e président au Bénin, surtout que il y a des exemples qui nous viennent d'à côté. Le président béninois, tout récemment, s'est prononcé sur le 3e mandat, changement de la Constitution, il a dit qu'il ne pouvait pas le faire, etc. Donc, les gens veulent le changement et les gens pensent que pour pouvoir battre le président Paul Biya, parce que c'est sûr, moi je suis tout à fait sûr que le président Paul Biya va se présenter à cette élection présidentielle, il a l'art de tourner autour du pot et après il se présente comme un messie. Donc beaucoup de personnes pensent que pour battre le candidat du RDPC qui sera fondamentalement le président Paul Biya, qui est le président du parti, il faudra coaliser. Il faudra coaliser parce que c'est pas possible à un seul parti politique de mobiliser les énergies, de mobiliser des finances pour contrôler tout le territoire national. N'oublions pas que, parce qu'il faut le dire, Elekama, d'une manière ou d'une autre, a la propension à avantager le RDPC. Et si le code électoral n'est pas révisé, et tel que ces partis-là, nous sommes à pratiquement 10 mois. D'accord. On parle de coalition. 9 mois. On parle de coalition dans un contexte où on voit des formations politiques se tirer à balles réelles de plus en plus. On a bien envie de voir par quel miracle on émergera, ou alors la classe politique de l'opposition fera émerger un candidat unique
pour battre le RDPC? Même si ce n'est pas un candidat unique pour tous les partis de l'opposition, mais il faut quand même que les formations politiques qui ont le vent en poupe, qui ont une certaine crédibilité auprès des populations, se mettent ensemble pour trouver aux populations camerounaises qui le demandent un candidat qui pourra sérieusement challenger avec le candidat du parti au pouvoir. Merci beaucoup. Nous parlons de paix et cette semaine, le roi Bamoun et celui de Tikar se sont retrouvés au ministère de l'administration territoriale. C'était pour enterrer la hache de guerre. Il y a une situation de tension qui couve de ce côté-là depuis plusieurs mois. Et donc, nous allons rester dans le sillage traditionnel pour nous rendre également à Bafoussam, où une danse dite traditionnelle sème la terreur dans la ville. On parle bien sûr du Niang Niang. De reportage. Des assises de ce 28 janvier 2025 au ministère de l'administration territoriale, l'histoire retient cette image. Le sultan roi des Bamoun et le chef supérieur Tikar, main dans la main, comme un symbole de paix retrouvée entre les deux peuples. À la manœuvre de cette réconciliation, le ministre de l'administration territoriale, médiateur mandaté par le chef de l'État. Vous savez que s'il y a quelque chose qui est cher au président Paul Biya, c'est la paix, l'unité, la compréhension et le vivre ensemble. Donc, pour tout dire, nous sommes là pour transmettre ce message important du président de la République, et de vous écouter et d'avoir la contribution des gouverneurs, et surtout, ce que le chef d'État m'a dit, de vous dire, de regarder l'avenir avec optimisme. Les Bamoun et les Tikar étaient en froid depuis quelques mois, après de violents affrontements ayant occasionné des morts et plusieurs blessés. À l'origine, des Tikar qui accusent le peuple frère et voisin Bamoun de faire usage de sa garde pour attaquer les Tikar, le tout sous-tendu par des images d'un chef Tikar agressé publiquement. Ceux-ci également accusés par les Bamoun de ne pas se soumettre au sultan. Des actes que le Minat qualifie d'incompréhension. Chose le chef d'État m'a dit de vous dire qu'entre les êtres humains, il y a toujours de temps en temps des incompréhensions. C'est beaucoup plus des incompréhensions. Et que les êtres humains doivent savoir surmonter ces incompréhensions. L'engagement de réconciliation est pris sous l'œil témoin des deux gouverneurs concernés, celui de l'Ouest, Awafanka Augustine, et son homologue de l'Adamawa, Kildadi Dageke Boukar. Au nom du Niang Niang, danse initiatique du groupement Bafoussam, certains jeunes garçons déguisés en guerriers sèment la terreur dans les artères de la cité à chaque sortie. Pour cette sortie de ce vendredi, étaient armés des pelles, des machettes. Et ils sont tous de noir vêtus, et ils sont parfois cagoulés, et d'autres qui décident clairement de laisser leur visage, mais embaumés de noir. Donc ils pourchassent, ils violentent, ils agressent même les personnes, les usagers dans la rue. À l'aide des armes blanches, ils traumatisent les habitants à leur passage. Ils étaient en train de brutaliser les enfants, ce qui fait qu'il y avait tellement d'enfants devant la porte. En venant avec la force, les enfants ont passé la barre de la porte. Depuis hier, toute la ville est dégradée à cause de cette histoire. Un groupe aurait séquestré certains enfants, les obligeant à faire le gnang-gnang, au point où certains parents sont allés se plaindre. Ils salissent les murs, salissent les rues, salissent les passants. Ce déguisement était pourtant l'occasion pour beaucoup d'initiés d'affirmer leur personnalité et leur caractère. Je prends pour preuve le cas d'une collaboratrice à moi qui garde une cicatrice depuis 4 ans aujourd'hui, parce qu'en voulant fuir cette scène de la violence d'une autre nature, s'est fendu le visage justement contre un véhicule qui était garé. Ce Niang Niang d'une autre nature est dénoncé par toutes les couches de la société. Vivement que ces danseurs soient recadrés. On a du plaisir à les regarder lorsqu'on va regarder la parade, lorsqu'on va alors il y a des sorties en fin d'année, on parle du Niang Niang, on est très content d'aller les voir danser, d'aller les voir parader, et avec
le modernisme apporté par les chefs traditionnels, notamment celui de Bafoussam et celui de Baleng, on avait jusqu'ici de moins en moins d'accidents, tout se passait plutôt très bien. Ce sont des sorties de piste, ma foi, je sais que les chefs vont les recadrer plus rapidement. Nous allons parler de la rupture du tuyau à Ngousso, qui a coûté la vie à 2 citoyens camerounais, une étudiante de 24 ans et une fillette qui a été surprise par les eaux sur son lit. Les parents n'ont pas pu faire grand-chose pour sauver sa vie. C'est une situation dont on dit qu'il pouvait être sauvé. On aurait pu, permettez que je sois redondante sur le sujet, on aurait pu prévenir cet incident lorsque on a vu de l'eau circuler à quelques endroits de la ville. On parle bien sûr de Ngousso, c'est à Yaoundé. Nous vous proposons ce reportage et nous revenons derrière pour les analyses et avoir l'avis de notre expert. Au lendemain de l'éclatement de ce tuyau sous la chaussée, au lieu du Fabrique Ngousso à Yaoundé, la partie basse du quartier n'est qu'un vaste champ de ruines. Les eaux en furie ont presque tout emporté ici chez Faustin, qui, avec l'aide de quelques voisins ce matin, tente de débouer la maison. Le tram aurait annoncé les premiers signaux depuis bientôt 2 mois. C'est vraiment regrettable. Ça aurait été résolu depuis parce que l'eau coulait un peu, mais le problème pouvait s'arranger. Mais malheureusement, c'est la situation que vous-même vous constatez aujourd'hui. Plus bas, c'est la consternation dans cette cité. L'eau a coûté la vie à Azarou, une jeune étudiante âgée de 24 ans. Elle était là à l'intérieur, elle a voulu traverser là pour sortir. Le courant d'eau l'a emporté, ça l'a envoyé au niveau d'ici. Le foulard qu'elle avait l'a maintenu là à l'intérieur avec les saletés, tout et qu'on était assise là. On a tout fait. La première vague d'eau qui est arrivée l'a mis l'eau à moitié ici. Là, on a essayé de tirer ses mains, on n'a pas pu. Deuxième vague est arrivée, ça l'a couvert hermétiquement. Dans ce domicile également, une fillette de 3 ans a été surprise dans son sommeil par les eaux et n'aura pas survécu. La voisine, maman Geneviève, se souvient encore de cette soirée folle. La clôture est tombée, l'eau est entrée là-bas, sortir avec les meubles, tout. C'est là qu'on dit on a laissé l'enfant coucher. Quand on part trouver, l'eau a renversé le lit. L'enfant était en bas, sur la terre et l'eau. On a enlevé l'enfant, appuyé pour que l'eau ne sorte pas. On l'amène à l'hôpital, c'est là qu'elle est morte. Au niveau de la chaussée, la circulation reste paralysée. Des équipes de la CAMWater sont à l'œuvre pour un rétablissement rapide de la situation. Le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'énergie, également sur le terrain avec une équipe d'assureurs pour évaluer l'ampleur des dégâts. Des pertes qu'on aurait pu éviter, cela nous rappelle encore la catastrophe naturelle que nous avons vécue au niveau de la falaise de Tchang. Il y a des rapports des chercheurs qui indiquaient une catastrophe à l'horizon. Rien n'a été fait. Comment expliquer qu'on soit toujours à réagir en sapeur-pompier plutôt qu'à intervenir lorsque des signaux sont émis? C'est difficile. Quand on voit des images pareilles, on a envie de couler une larme parce que ça revient tout le temps. Il y a de cela quelques jours à Yaoundé l'histoire du conteneur, alors qu'on a vécu cela il y a quelques mois. La même chose à Douala, où un conteneur qui a tué une enseignante. Donc on se retrouve avec une classe politique, un gouvernement qui des administrateurs et des administratifs qui ne sont pas proactifs. Dans ces genres de situations, il faut anticiper, surtout que les témoignages disent que on a commencé à constater des fuites il y a de cela quelques semaines. 2 mois. 2 mois. Et d'autres personnes disent même que la CAMWater a été interpellée, mais n'est pas intervenue, soit disant que elle n'avait pas de moyens pour résoudre le problème. En même temps, elle est obligée de résoudre ce problème. Et après qu'il y a eu 2 morts, des dégâts matériels importants. Donc, c'est une situation préoccupante parce que on vit ça tous les jours. Et juste après, pas loin
parce que j'étais là à cet endroit hier, pas loin, il y a une autre ventouse qui a montré des signes de faiblesse. C'est vrai qu'ils sont en train de travailler dessus. Et vous pouvez imaginer ce que ça crée comme désagrément aux populations de Yaoundé, de la ville de Yaoundé. La circulation est coupée et il y a des quartiers entiers qui ne sont pas approvisionnés en eau potable depuis pratiquement 5 jours. Donc si on pouvait avoir des gens qui anticipent, qui prennent la décision d'agir avant que la catastrophe ne se produise, ce ne serait que tout bénef. Malheureusement, on attend toujours que le drame se produise pour venir après, etc. Parader sur le terrain. Ouais. Vous parlez tantôt des conteneurs qui tombent à Yaoundé. Nous allons nous y rendre justement et faire une focalisation sur les gros engins qui circulent en journée. Pourtant, il y a des mesures qui ont été prises il y a quelques mois après la survenue d'une autre catastrophe. On parle bien sûr de ces conteneurs tueurs qui tombent sur les taxis et des petits commerces en bordure de route. Reportage. Sur ces images amateurs, des riverains qui tentent de sauver un passager pris au piège. Nous sommes au lieu du Carrefour Mec dans l'arrondissement des Yaoundé 7e ce mercredi. Un conteneur chargé de tonnes de poissons vient de se renverser sur ce véhicule à usage de taxi. Le conteneur en question était mal garé et voulant effectuer une manœuvre pour entrer dans la société chinoise qui est juste là à côté. Alors, le conteneur a basculé sur le taxi, créant l'incident qui a été... Le véhicule avait à son bord 4 personnes. Le chauffeur et le passager à l'avant ont eu la vie sauve comme par miracle. Mais la mort n'a pas épargné les 2 dames assises à l'arrière. Je sortais pour aller au travail ce matin quand le drame s'est produit. Je me suis arrêté pour essayer de voir comment on pouvait faire. Ensemble avec d'autres qui ont essayé de nous mettre la main, on a pu batailler jusqu'à on a pu sortir le chauffeur, sain et sauf. Avec le temps et tout, l'appui de d'autres qui sont venus et tout, on a pu sortir notre passager. Les 2 autres à l'arrière n'ont pas survécu parce que le poids de l'engin était vraiment reposé sur eux. Posé sur cette semi-remorque, le conteneur tueur ne présentait aucun dispositif de sécurité, selon ce témoin. Il n'y avait pas les mesures de sécurité, notamment la chaîne. Un drame similaire à celui vécu il y a quelques mois au quartier Mimboman, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, où la même cause avait produit le même effet. Un bal incessant de poids lourds en plein midi et roulant parfois à grande vitesse. Il roule fort et ça il nous cogne un peu partout là. Parfois quand tu gares même juste pour prendre un client, il sort par derrière, il te brosse avec ses roues et il s'en va. Et personne, il ne te gère même pas. Pourtant la loi est claire. Ces engins de gros calibre sont interdits de circulation en zone urbaine entre 7h et 21h selon l'arrêté du maire de Yaoundé, signé en 2021, portant réorganisation de la communauté urbaine de Yaoundé. Plus récemment en octobre 2024, le gouverneur du centre interdisait par un autre arrêté la circulation des camions et autres gros porteurs sur le tronçon Mimboman Don Bosco Ngousso suite à la chute d'un conteneur ayant causé la mort de 3 personnes. Quelques mois après, la loi est mise à rude épreuve et les conséquences ne cessent de se produire au quotidien. Des transporteurs pointent le laxisme des autorités. C'est l'incivisme généralisé. Et si nous vivons cet incivisme généralisé, c'est parce que les autorités locales ne font rien pour encadrer tout type d'activités. En dehors même des activités de transport, il y a tout type d'activités qu'il faut encadrer. Les contrôleurs routiers, également au banc des accusés. Sur le nombre de contrôles entre Yaoundé, Douala jusqu'à Agaraboulaye, nous avons compté 195 contrôles. Et nous sommes surpris que dans ces 194 contrôles qui sont, c'est pas d'une efficacité. Il n'y a pas d'efficacité. Vous rencontrez les camions roulés en pleine, comme l'autre jour devant le Hilton, un camion transportait une lourde char sans phare en pleine ville. Il a traversé, il venait de la nationale numéro 4. Comment il a fait pour traverser tous ces contrôles pour arriver jusqu'au Hilton sans phare? Pour les syndicats de transport, trêve de sensibilisation. Il faut passer à la répression pour éviter d'autres sorties de piste. Un réseau d'arnaques et de corruption a été démantelé dans le secteur des transports. Une vidéo virale sur les réseaux sociaux montre un homme portant les couleurs des agences de prévention routière du ministère des Transports en train de demander de l'argent aux usagers sans aucune gêne. On boit le whisky ici. Le vendredi, c'est pas le vendredi de la bière. Des faits similaires ont été constatés sur l'axe Douala-Yaoundé, où des individus ont été mobilisés pour arnaquer les usagers de la route.
Le ministre des Transports a mené une enquête et a découvert que ces individus n'avaient aucun lien juridique avec son département ministériel. Vous venez au travail sans imprimer l'ordre de mission. Il a été révélé que ces individus avaient été mis sur cet axe par le délégué départemental des transports pour l'Union Ekele. Conséquence, le délégué départemental Guy Bertrand Bengsandi a été suspendu par Jean-Ernest Massenangale Bibéré pour une durée de 3 mois pour ses pratiques contraires à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Cette affaire met en lumière la montée en puissance de la corruption et de l'arnaque dont sont victimes les usagers de la route au quotidien. Cette suspension constitue un avertissement pour les autres personnels du ministère des Transports qui pourraient être tentés d'utiliser des personnes sans lien juridique avec l'administration des Transports afin de dépouiller les conducteurs au nom de la prévention routière. Retour sur ce plateau, on parle de cette multiplication des postes de contrôle. On y ajoute la police municipale, la police traditionnelle, la gendarmerie. Mais au quotidien, on assiste à une circulation des engins prohibés, des engins, on parle des gros engins sous le nez et sous la barbe de ces contrôleurs-là. La corruption a encore des beaux jours au Cameroun, finalement. Tant qu'on n'opère pas le changement de notre logiciel mental, tant qu'on ne fait pas preuve d'un sens civique et de l'État élevé, on va se retrouver dans cette situation-là où chacun essaye de prendre sa part de l'État pour accroître ses biens matériels. Nous sommes dans une logique où, je le disais tout à l'heure, l'intérêt individuel prime sur l'intérêt collectif. Et c'est dommage, et bien dommage parce que le fait de ne pas mener le service, remplir le service pour lequel on a été envoyé sur la route, fait en sorte qu'on a ces accidents, mais pas seulement les accidents, hein, parce qu'il y a aussi d'autres choses c'est un effet domino en fait. Il y a également la tolérance administrative qui n'arrange pas toujours les choses, puisqu'on parle des chutes des conteneurs, il y a eu des mesures qui ont été prises, mais elles ne sont pas implémentées. Mais parce que la corruption essaime toutes les couches de la société camerounaise, toutes les strates de l'État du Cameroun, peut-être seule l'institution présidentielle en est épargnée. À partir du moment où tout le monde est corrompu, on ne peut pas penser qu'il y aura des mesures qui seront implémentées. Même quand les mesures sont prises, on trouvera toujours le moyen de dévoyer ces mesures-là pour le profit personnel. Merci beaucoup. On va rester dans le registre des faits de société. En début de semaine, c'est une fillette de 13 ans qui est agressée sexuellement par son géniteur. Et à l'hôpital central de Yaoundé, c'est la dépouille d'une octogénaire qui est portée disparue. Reportage. Un père accusé d'abus sexuels sur sa fille âgée de 13 ans. Après l'avoir assommée à plusieurs coups de machette et molestée dans la chambre conjugale au quartier 2 à Baganté. Il m'a privé de sortir de sa chambre. C'est là donc il dit déshabille-toi. Première fois, je fais une tête dure. Deuxième fois, c'est là qu'il prend la machette. Toi, il doit faire que ce que je te dis. À partir de maintenant, tu deviendras ma femme. Quand il m'attache, il couche avec moi, il descend, il fume plus de 3 qualités de stupéfiants. C'est là qu'il dit papa, s'il te plaît, détache-moi. Il dit attends. Il dit ne m'appelle plus papa, appelle-moi B. Alors qu'on ne connaissait pas qu'elle vient faire les bêtises sur l'enfant comme ça là. Il prend la machette, il tape l'enfant, pax. Il dit à l'enfant que si l'enfant ne dorme pas, même l'école, ça va finir comme ça là. L'acte odieux s'est produit dans la nuit du mercredi à jeudi, sous le regard impuissant de la mère. Je vais courir, appeler même les gens, rien. Personne. Les gens avaient peur de lui. On a fait les soins de l'enfant. On a même cousu parce qu'elle était déchirée. Il est resté derrière pour ramasser les choses de la femme et les enfants, la layette de la femme. Il a mis le feu sur ça. Jusqu'à ma prévenue. C'est moi qui fais toi l'enfant. Le géniteur et tradipraticien justifie son acte en parlant de délivrance. Selon lui, sa fille est possédée d'un esprit maléfique.
Puis elle était possédée, depuis même, elle a même changé physiquement. Et en voilà pourquoi j'ai constaté cela. Et comme je fais aussi dans des produits traditionnels, j'ai donc décidé de travailler sur ma fille. En voilà pourquoi donc ils ont allé utiliser le terme que j'ai violé ma fille. J'ai insisté que mon enfant m'appelle B parce que j'ai vu physiquement, j'ai vu que c'est Chantal qui est dans l'enfant. Avant, elle dit que ne m'appelle plus jamais papa, appelle-moi B. Le présumé violeur a été appréhendé par les éléments du commissariat de sécurité publique de Baganté et a aussitôt été traduit devant le procureur de la République. Selon certaines sources bien introduites, l'inceste serait la chose la mieux partagée dans cette famille ici à Baganté, dans la région de l'Ouest Cameroun. Il est presque 16 heures. Ce cercueil, encore vide dans la cour de la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, attend désespérément son occupante. Tout à côté, la famille désespérée s'est réunie devant l'entrée. Dame Honorine Gonoaïna, née vers 1938, décédée à l'âge de 86 ans et admise à la morgue le 30 novembre 2024. Ce vendredi 31 janvier, la famille est arrivée pour la mise en bière aux environs de 9h30. Et très vite, la rumeur du corps introuvable se répand. La famille croit dans un premier temps à une blague, mais ça se confirme. La dépouille de la matriarche est portée disparue. Les esprits s'échauffent, la famille décide de bloquer les autres levées de corps durant plusieurs heures. Venus pour la mise en bière de leurs proches, ces hommes racontent. C'est pour ça que je suis jusque-là à l'heure-ci, après près de 2 heures pour lever mon corps et je n'ai pas pu même enlever le corps jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il en est? À l'heure où nous sommes, on nous fait comprendre que ce sont les corps de 9 heures qui sont en train de sortir. Donc vous pouvez imaginer le gap entre 9 heures et 14 heures. La direction de l'hôpital est informée et instruit une fouille de la morgue. Les forces de maintien de l'ordre descendent sur le terrain pour calmer les tensions. Les levées reprennent dans un cafouillage et sous tension, comme vous pouvez le voir sur ces images amateurs. Vers 17h, le directeur général de l'hôpital, accompagné d'une délégation du ministère de la Santé, reviennent à la morgue. Les recherches, axées sur les signes particuliers de la défunte, menées par le thanatopracteur et la famille, se poursuivent. Mais aucun résultat. Selon certaines indiscrétions de sources familiales, l'octogénaire était seul dans son box et le paiement des frais de morgue s'élevant à environ 500 000 francs CFA a été effectué lundi dernier. Il est environ 17h50, nous apprêtons à quitter le terrain. Comme vous pouvez le voir, la famille de Dame Honorine Gonoaïna n'a pas pu rentrer en possession de son corps. Des sources familiales, ils ont décidé de rallier le village ce soir pour procéder à la cérémonie funèbre avec ou sans corps. Affaire à suivre. Que de faits divers, il ne passe pas un seul jour sans qu'on en ait un. Pour compléter cette information, d'après dernier recoupement, la dépouille a été finalement retrouvée et l'inhumation a bel et bien eu lieu. On parlait justement de ce cas de viol à Baganté. Quand vous écoutez le récit du violeur, le géniteur, qu'est-ce que vous décelez? Une personne équilibrée? Je pense que cette personne n'est pas équilibrée. Peut-être pas parce qu'elle serait sous le coup d'une pathologie quelconque, mais le fait d'abord qu'elle soit sous l'emprise des stupéfiants, ça veut dire que c'est une personne qui a l'habitude de les consommer. Du coup, on ne peut pas être lucide dans ce genre avec ce genre de pratiques-là. Mais c'est révoltant. Ça fait froid dans le dos. C'est révoltant parce que si les parents ne peuvent pas protéger leurs enfants, qui va les protéger? Et de plus en plus, on se retrouve avec des enfants qui charrient des traumatismes et qui seront des boulets pour la société demain. Il faut vraiment... Et c'est une des pratiques qui sont en progression dans nos sociétés. Il y a des choses qu'on cache, qu'on n'apporte pas sur la place publique, dans l'espace public, mais dans les familles, dans les maisons, il y a des situations pareilles qui se produisent tous les jours. À se demander où va notre pays. Où va notre pays? On a également envie de se poser la question, où vont
Les 1226 enseignants qui sont introuvables au Cameroun, c'est le dernier rapport qui vient d'être publié par l'autorité en charge de l'éducation. 1226 enseignants sont introuvables dans les salles de classe et c'est l'objet de ce reportage que nous vous proposons à présent. Des salles de classe cherchent enseignants au Cameroun. Les effectifs baissent considérablement au fil des années. Les chiffres révélés par le ministre des Enseignements secondaires inquiètent. 1226 sont portés disparus depuis 5 ans. Une situation qui trahit un mal-être généralisé. Une situation de précarité généralisée, comme c'est le cas en ce qui concerne les enseignants. Chacun trouvera les conditions, n'est-ce pas, de son salut. Et plusieurs, n'est-ce pas, en ont trouvé dans la fuite, dans l'immigration à l'étranger. Choisir le chemin de l'immigration pour sortir de la précarité. Ce phénomène et l'inaction du gouvernement affectent le système éducatif camerounais. Non seulement ces enseignants qui partent et ceux qui partent à retraite et ceux qui décèdent pendant leur fonction, l'État ne les remplace plus. Ce qui cause un gros déficit d'enseignants sur le terrain. Parce que vous devez vous rendre compte que dans presque tous les établissements et dans presque toutes les matières, il y a un manque d'enseignants. Et les établissements sont obligés de prendre parfois même les gens qui n'ont pas la compétence nécessaire pour pallier au problème. La précarité a poussé les enseignants à crier leur colère depuis des années. Ils multiplient des mouvements d'humeur pour espérer être entendus par le gouvernement. Au regard de ces départs incessants, les seniors de la CREI proposent une autre approche. Trouver des mesures incitatives pour des enseignants qui choisissent de rester sur place et de travailler. Au lieu par exemple de croire que c'est en fermant les frontières qu'on résout un problème. Qu'on trouve moyen que si un enseignant part, on prend une autre personne qui est formée à l'école normale. Les enseignants réclament depuis des années la tenue des états généraux de l'éducation pour revoir leur statut afin d'améliorer leurs conditions de vie. Eh bien, le mouvement OTS, on a trop supporté, a connu une certaine accalmie depuis quelques mois ou depuis quelques années. Vous êtes enseignant sur le terrain. La nature des rapports, les conditions de travail, les conditions de vie de l'enseignant permettent-elles aujourd'hui à ce qu'on n'ait pas cette évasion massive des enseignants au Cameroun? Non. Les conditions de vie et de travail de l'enseignant sont déplorables et de manière transversale. Il y a eu des solutions que l'État a mises en place. Maternelle au supérieur en passant par le secondaire. Je pense que l'enseignant souffre de la précarité. Son statut n'est pas clair, que ce soit à l'école primaire ou... Les mesures qui ont été prises par l'État n'ont-elles pas suffi? Quelles mesures ont été prises, ma chère Monique? Aucune mesure. Les mesures ont été prises. On a dit, par exemple, qu'on payait la dette due aux avancements. On a payé effectivement. Mais ça, c'est juste une réponse conjoncturelle. Hein. Il y a maintenant des réponses structurelles à apporter. On parle depuis 2017 de la tenue du Forum national d'éducation qui devrait repenser le système éducatif camerounais dans sa profondeur, autant au niveau des curricula qu'au niveau de la condition de l'enseignant. On en a parlé en 2022, on en a parlé en 2023 avec la deuxième saison OTS, mais depuis lors, rien sur le terrain, on n'en parle même plus. En fait, la fuite des enseignants est dramatique, mais ce qui est le plus dramatique dans tout cela, c'est qu'au niveau du secondaire, par exemple, depuis pratiquement 3 ans, il n'y a pas de concours direct qui est organisé pour recruter des enseignants alors que la saignée est continue et les répercussions sur l'éducation, sur la formation des enfants? La loi d'orientation de l'éducation d'avril 1998 est claire. Hein. Le garant de l'efficacité du système éducatif camerounais, c'est l'enseignant. À partir du moment où on n'a pas des enseignants dans des salles de classe, on perd en efficacité. Encore qu'il faudrait se poser la question de savoir si le système éducatif camerounais depuis les années 90 est efficace. Donc, il y a des établissements qui ont perdu pratiquement 15-20% de leur effectif et se retrouvent en train de solliciter
les anciens vacataires, sont des situations que l'État doit pouvoir adresser, mais on a l'impression que ça ne dit rien à personne. On espère qu'après cette émission, ça va davantage dire quelque chose à ceux qui ont la responsabilité d'assurer l'éducation du peuple camerounais, des enfants, la citoyenneté. Et donc, nous parvenons à la fin de cette émission. J'ai donné Poué. Nous avons été très heureux d'être des vôtres. Le plaisir est le mien. Le temps passe très vite. Je rappelle, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes enseignant d'histoire-chercheur à la Haute École pédagogique de Lucerne, en Suisse. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Les liaisons extérieures de l'UPC entre 1948 et 1963, éléments d'une tradition politique camerounaise après 50 ans d'indépendance et 20 ans d'opposition. Vous avez co-écrit ou alors co-réalisé un film documentaire sur Oumniobé, sur Mounier et sur Wandié. Merci beaucoup pour votre contribution à ce programme, la rétrospective de l'information qui vous permet de vivre les temps forts de l'actualité de la semaine. Merci d'avoir fait le déplacement de Yaoundé. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, ce sera ma dernière saison avec vous à la rétro. J'ai été très heureuse d'être des vôtres pendant ces mois. Alors, dimanche prochain, vous serez en compagnie d'Arnaud Ngefak et donc la rétro sera produite à partir des studios de Yaoundé. Je vous souhaite de passer une merveilleuse saison avec Arnaud Ngefak. Un merveilleux mois de février, le mois de l'amour. Je vous aime très fort, à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, au revoir.